tous, c'est Monsieur Lefort et je vais poursuivre ici donc le cours sur le développement et les inégalités. Alors je vais reprendre à partir du PowerPoint que je vous ai envoyé donc la dernière fois. Pour être précis, l'autre fois je vous avais laissé sur ce titre, le développement des inégalités à toutes les échelles. Je vous avais déjà parlé du document suivant qui mentionnait qu'avant on avait donc dans les années 1980 un nord qui était très riche et un sud qui était très pauvre. Seule exception l'Australie et la Nouvelle-Zélande et la ville de Singapour, mais ça c'est un détail. Et aujourd'hui on a plutôt des nords au pluriel et des suds au pluriel. Par exemple, l'Amérique latine n'est pas au même niveau de développement que l'Afrique. De même, en ce qui concerne donc les nords au pluriel, la Russie a un niveau de développement qui est moindre que l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, des nords au pluriel et des suds au pluriel, des inégalités de continent à continent, des écarts d'IDH, d'indice de développement humain, de continent à continent. Et même si vous dites peut-être que passer de 0,5 à 0,9, ça paraît pas beaucoup, mais l'IDH, le maximum, c'est 1. Donc si l'écart est en fait très très important. Je vous avais mis du coup la trace écrite que vous avez dû donc recopier, mais vous pouvez la récupérer maintenant si vous le désirez. Là, aujourd'hui, je vais aborder la suite des inégalités donc à un autre niveau, à l'échelle continentale, de pays à pays. Je vais prendre donc le cas de l'Europe, donc de notre continent, car même si l'Europe est classée en continent riche, et à l'intérieur de l'Europe, il y a des différences très importantes. Je vous ai mis notamment ce texte que j'ai trouvé donc dans le site web qui est indiqué ci-dessous. Je vous laisse un petit moment pour le lire. Alors, vous mettez pause si vous voulez continuer de le lire tranquillement, moi j'enchaîne. Ce qui est important, c'est que dans ce texte, on nous dit qu'il y a plusieurs lignes de fracture en Europe, plusieurs divisions possibles. La première est indiquée ici, entre l'Europe de l'Ouest, qui à l'époque de la guerre froide était capitaliste dans le camp pro-américain, et qui était très développée, et l'Europe de l'Est, qui avant était communiste, dans le camp de l'URSS, et qui était bien moins développée. Cette fracture, l'ancien rideau de fer, si vous préférez, il laisse encore des traces aujourd'hui. L'Europe de l'Ouest, qu'on appelle la vieille Europe, est plus développée, a un PIB bien plus fort que l'ancienne Europe de l'Est. Mais cette première ligne de fracture se double d'une deuxième. Vous avez en effet une division entre l'Europe du Nord, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, et l'Europe du Sud, c'est-à-dire les pays méditerranéens, Portugal, Espagne, Italie et Grèce. Là aussi, les écarts sont très importants. Donc on vous dit qu'il y a des différences de dette publique. Par exemple, la Grèce est endettée, c'est l'État grec pour être précis, qui est endetté à la hauteur de 181% de son PIB. Donc 180% de sa richesse nationale, tandis que la Belgique est endettée à 100%, 102% de son PIB. Donc là, vous avez une différence de dette entre les deux pays. Pareil, des différences de taux de chômage. Le taux de chômage atteint 19% en Espagne, alors qu'il peut être de 6,5 voire 7% au Danemark. Et je pourrais prendre d'autres critères pour distinguer et opposer l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Donc vous voyez là des différences de pays à pays, des différences très importantes. Du coup là je vais vous laisser construire une trace écrite sur votre cahier ou sur votre classeur avec donc les mots-clés suivants. Si vous m'avez écouté correctement, ça ne devrait pas vous poser un gros souci. Au pire des cas, revenez en arrière sur cette vidéo. Bon courage. J'enchaîne donc avec des inégalités à l'échelle locale cette fois, donc pas de pays à pays, mais plus
de région à région, voire de petits territoires locaux à petits territoires locaux. Donc vraiment à l'échelle locale. Donc j'ai pris cette photo qui n'est pas un montage, hein, elle provient directement d'un site d'histoire-géographie, hein, donc elle est tout ce qu'il y a de plus fiable. Et vous avez donc deux mondes qui paraissent totalement opposés, à peine quelques mètres plutôt, de la frontière. Vous avez donc à gauche les États-Unis, on voit donc de la verdure, des champs agricoles irrigués, quelques bâtiments qui peuvent être soit des fermes, soit des usines agroalimentaires, et la densité de population est très faible. À droite, c'est le strict opposé. Vous avez donc des bâtiments serrés, entassés. Vous avez également les voitures qui s'entassent, hein, qui sont proches les unes des autres. On voit une densité qui est énorme. Et quoi qu'on voit a priori, donc ces bâtiments ont l'air d'être quand même un petit peu anciens, pas totalement modernes. Donc on a d'un côté les États-Unis, vous avez un espace rural, et de l'autre côté vous avez un espace urbain où vous avez donc des densités de population énormes. Et pareil, les écarts en termes économiques et sociaux sont là aussi monumentaux. C'est-à-dire que côté États-Unis, on a un PIB plus fort, un IDH plus fort, une croissance économique plus forte. Alors côté Mexique, eh ben, tout est plus faible quasiment. Donc les salaires sont nettement plus faibles, la pauvreté est plus importante, l'accès aux soins et à l'éducation est plus difficile, plus compliqué. Le PIB et l'IDH sont tous les deux bien plus faibles. La criminalité est aussi plus forte côté Mexique. Donc, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que on peut parler là d'inégalité parce que on peut pas considérer que ces différences soient normales en fait. Les écarts sont tellement énormes que là on peut pas se dire bah ça c'est un développement équilibré. Non, ça c'est plutôt ce qu'on voit là au Mexicali, c'est vraiment une situation qui est finalement déséquilibrée et anormale. Et donc si on envisage un développement plus durable, il faudrait éviter les situations de ce genre. Donc là, cette fois, la trace écrite, bah, je vous l'ai directement rédigée. Vous n'avez plus qu'à la recopier sur votre cahier. Donc essayez voilà, de bien comprendre, bien l'assimiler avant de la recopier. Voilà, j'enchaîne maintenant avec des inégalités. Alors toujours dans le local. Bah, cette fois, pas de région à région ou d'un côté à l'autre de la frontière, mais de quartier à quartier à l'intérieur d'une même ville. Et j'ai pris la ville de Mumbai, qui s'appelait avant Bombay, qui est en Inde. C'est un port sur la côte occidentale de l'Inde, dans l'océan, bah, justement l'océan Indien. Je vous ai mis donc ce document, là aussi d'une source fiable, qui date un peu, mais qui est vraiment très parlant, très révélateur. Vous avez à droite donc une carte de la ville de Mumbai qui forme un port, une péninsule pour être précis. Donc vous avez un petit peu une sorte de triangle où les deux côtés du triangle sont deux littoraux en fait, hein. Que voit-on? Si vous regardez bien, lorsqu'on compare l'espérance de vie des différents quartiers de Mumbai, eh ben, on voit des différences colossales. Si vous prenez Dharavi, qui n'est pas simplement un quartier, qui est plutôt un bidonville, au centre même de Mumbai, eh ben, il est dans une situation totalement inverse, hyper éloignée de Malabar Hill que vous voyez au sud de Mumbai. Alors Dharavi, du coup, l'espérance de vie, elle est entre 45 et 50 ans, donc si on faisait une moyenne, on pourrait dire aux environs de 47 ans, alors que Malabar Hill, en espèce de bleu, a une espérance de vie qui dépasse les 60 ans. Donc vous vous rendez compte, dans une même ville, vous faites 500 mètres ou 1 kilomètre, et la population locale soit va avoir une espérance de vie moyenne de 47 ans, soit elle va carrément vivre 20 années de plus, voire 25 années de plus. Donc pareil, ces écarts qui sont immenses,
ils forment des déséquilibres et un développement plus durable se doit de résoudre les situations inégales de ce genre. C'est le troisième cercle du développement durable, le cercle social, qui signifie que le développement doit être profitable à tous, à tout le monde, notamment tout ce qui concerne l'éducation, la santé, le logement et tout ça. Voilà, donc, dernier document, une vue du bidonville de Dharavik, qui est au tout premier plan. Sur la partie droite, vous voyez des maisons en tôle qui sont littéralement entassées de manière anarchique. Au second plan, des immeubles sous forme de bars qui sont vétustes, anciens, dégradés. Et au troisième plan, tout au fond, des immeubles bien plus modernes qui pourraient laisser deviner sur la partie gauche, au fond, quelque chose qui ressemble à des gratte-ciel. Donc les écarts, les différences de niveau de vie, elles sont visibles dans le paysage, à l'œil nu. La trace écrite, là aussi, je vais essayer de vous la laisser construire. Il n'y a pas de difficulté majeure dans tout ce que j'ai dit. Vous avez là aussi les mots-clés, donc je vous laisse vous mettre au travail sérieusement. Enfin, pour finir, la conclusion de ce chapitre sur le développement et les inégalités. Donc ma conclusion fait le bilan de tout ce qu'on a pu dire au cours de ce chapitre. Elle fait les rappels de ce qu'est le développement durable avec ces trois cercles, qu'il y a plusieurs stratégies pour conduire au développement, et qu'un développement idéal est un développement sans inégalité. Merci pour votre écoute. Bon courage et mettez-vous bien au travail, ça ce serait super.